Salut à tous les loulous. Qu'est-ce que j'ai envie de me gifler. Vous avez autorisation de me mettre une balle dans la tête si un jour je parle sincèrement, comme ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. Aujourd'hui, j'ai pu parler avec Arnaud et Yann, donc un scénariste et un réalisateur parisien du film The Neon Demon, sorti le 8 juin 2016, réalisé par Nicolas Winding Refn, qui nous parle de Jessie, un personnage naïf et ingénu, une fille de 16 ans qui s'insère dans le monde de la mode, un milieu où la beauté est reine et recherchée par tous. Épisode spécial puisque c'est toujours des épisodes spéciaux, j'ai l'impression. Celui-ci, c'est une première puisque nous sommes trois à discuter de ce film. Et d'ailleurs, c'est extrêmement long. Oui, je sais, je fais ce que je veux. Cela dit, c'est long, mais c'est bon, puisque nous avons eu des discussions assez intéressantes sur les films et le cinéma en général du réalisateur danois et ses influences. Ça peut parfois paraître un poil trop pointu, mais je vous rassure, on parle de concepts généraux, donc on peut suivre sans aucun problème. Je vous laisse écouter cet épisode. Déjà, quelle est votre relation avec le réalisateur? Qu'est-ce que vous aimez de chez lui? Qu'est-ce que vous aimez pas pour qu'on sache un Alors petit peu moi, quels sont moi, vos moi goûts? perso, généralement avec Refn, c'est qui tout double. C'est-à-dire, il y a des films de lui que j'adore, genre Ouais, Bronson, genre Pusher 2, genre Drive. Et il y a d'autres ouais, films que je déteste, genre Valhalla Rising, Fair ouais. X. Et je suis pas super fan de Only God Forgives, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais demander justement parce que Only God Forgives, bon, on y reviendra peut-être un petit peu après parce que tu disais que c'est Kituzub, mais tu vois, tu finis par je suis pas super fan. C'est-à-dire Hmm. qu'il y a des trucs bien et il y a des trucs peut-être un petit peu moins. Alors que d'habitude, c'est assez polarisant normalement comme film, ce qu'il fait. Ouais. Et là, j'ai Mm. l'impression que, enfin, pour moi, hein, ce que j'ai ressenti de ce film-là, c'est un peu ce que j'ai ressenti de Only God Forgives, c'est-à-dire que enfin, c'est mitigé, même pour moi-même. Et du coup, Yann. Alors moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tout en ayant des réserves sur à peu près tous ces films que j'aime, je suis Ouais. plutôt client de Drive, qui pour moi un peu se trouve un peu à l'origine d'une trilogie là qu'il a fait évoluer et que lui-même voit comme un accident presque industriel. Je pense qu'il a un gros problème avec Drive très clairement et qui a initié en plus tout un pan du cinéma actuel, aussi bien du côté du cinéma d'auteur façon Maryland, que j'ai l'impression, je sais pas si vous serez d'accord, mais même des productions comme It Follows, Green Room découlent un peu Oui, du feeling qu'a laissé Drive, c'est vrai. qui a vraiment été. Alors, soit il tombait très très bien, mais ça a été un peu le revival années 80 à plein de points de vue, et c'est en cela où le côté remaking du solitaire marchait très bien dans le film. Hein. Ça était de réinvestir un peu à une manière d'éclairer, de faire de l'équivalent des émulations de pellicules des années 80, bah, d'aller trouver un équivalent dans le numérique dans les années 2000, j'ai Oui, l'impression. parce que c'est ça qui était intéressant avec Drive, c'était que ça évoquait l'esprit des années 80 sans avoir aucun élément des années 80 Des années dedans. 80. Ni les Hmm. Alors, musiques, ni les caméras, ni rien du tout en fait. Et Non, c'est ça c'était que qui des alors est. dérivatifs, ouais. Ouais. ce qui est difficile parce que, alors moi, effectivement, je connaissais Pusher et Bronson, mais parce que, en gros, enfin, pour le grand public, Refn, c'est surtout Drive. Et donc, forcément, les mecs s'attendent, enfin, les mecs, le public s'attend à un futur cinématographique de ce réalisateur qui ressemble à Drive. Mais c'est vrai que, oui, t'as raison de dire que c'est un peu un accident dans le sens où, en fait, où c'est vrai que quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que Drive n'existe pas vraiment dans aucun de ses autres films en fait. Non, mais la grande Ouais. différence avec tous les autres films, c'est que c'est le seul qu'il n'a pas écrit aussi. Hmm. Ouais. Enfin, il l'a réécrit pas mal, mais la principale réécriture apparemment a consisté à couper les deux tiers des dialogues. Ah ouais. Et ouais, ouais, Ceci ouais. dit, ça marche très bien pour À la en base, l'occurrence Drive. c'est vrai. À la base, c'était très bavard et, bon, et Refn préfère largement les scènes muettes. On pourra y Ouais. revenir, je pense. Lui-même, en Mais tant que Ouais. dyslexique, je crois qu'il a un rapport très direct à l'image, c'était son principal. ouais. Après, moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur Drive. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de balance qui s'est créée. Parce qu'en effet, Drive a été un énorme succès public, enfin, à son échelle. En France, aux États-Unis, il y a aussi un couronnement critique. Et en même temps, je trouve que dans Drive, il s'y est vraiment retrouvé parce que des éléments de Drive, on a un peu dans Bronson, par exemple, je pense à la manière d'utiliser la musique. C'est à la manière d'utiliser les Pet Shop Boys de manière ironique. Alors dans Drive, c'est pas vraiment de l'ironie, au contraire, c'est plutôt de retrouver un feeling très adolescent qui existe encore dans Neon Demon, je trouve. Et j'ai l'impression il avait suffisamment d'espace pour mettre
ce qui fait partie aussi de la panoplie de Refn. Déjà, il attaquait un genre qu'il connaît bien, c'est-à-dire que sa carrière, il l'a initié avec Pusher. Le seul film que j'ai pas vu de lui, c'est Bleeder, je sais pas du tout ce que c'est. Mais tu vois, Pusher était vraiment un archétype de film noir, traité, on va dire, caméra à l'épaule, dans un style... Je sais pas s'il essayait de se rapprocher du côté au couteau de French Connection, mais qui, pour certains, c'était un peu les Dardenne faisaient un film noir. Ça, il y a plutôt un côté Dardenne que Plutôt un côté Dardenne dans le côté crade et tout. Donc il y a plein d'éléments qui se retrouvent, c'est-à-dire aussi même l'art du fétichisme. Là d'ailleurs dans Neon Demon, c'est assez évident par la veine gialliesque qu'il emprunte, mais tu vois dans Drive il y avait aussi comme chez Bronson l'idée de fétichiser le corps masculin, d'aller chercher tu sais l'inceste, c'est-à-dire que Bronson de manière plus radicale et peut-être de manière moins claire, parce que moi j'aime beaucoup aussi la limpidité de Drive. Il y avait ce côté, par exemple les scènes de violence étaient des éclairs dans Bronson. Oui. Il y avait ce côté, vous êtes venu voir un film de baston et je vais vous frustrer un peu et vous montrer que c'est plutôt la construction narcissique d'un personnage. Ouais, c'est trop fulgurant. Au final, c'est pas l'essence du film, mais ouais. Alors tu attends. Vois, à nouveau, et même Bronson et Drive, je trouve qu'ils marchent bien ensemble parce qu'ils ont tous les deux une lignée. Entre autres, parce que c'est marrant, il va dire, mais c'est là où Refn est assez insaisissable. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est que il va dire que Drive est son film sans influence. Alors que c'est celui sur lequel on peut même voir une influence très, très narrative, c'est-à-dire que les grandes lignes sont l'intrigue du solitaire. Ouais, même de Driver, quoi. Ouais, même et voilà, Driver, ce que j'allais dire, c'est Hill. que le tronçon commun entre Bronson et Drive, c'est une filiation plus ou moins lointaine avec Walter Hill. C'est-à-dire que Bronson aurait pu être une réponse carcérale à Hard Times. Tu sais, le film de baston, Le Bagarreur, je crois, en français. Comme Drive est une espèce de version, et c'était tout l'équipe de Drive, un peu popcorn de The Driver. Mais en fait, c'est ça, c'est une version, c'est une espèce de Walter Hill ésotérique, en fait. Ouais, voilà. Avec, je pense, un surmoi énorme de Jodorowsky qui plane sur lui. C'est-à-dire que c'est toujours la carte qu'il a bas, c'est-à-dire on va lui citer Tarkovsky et Kubrick, il répond Jodorowsky. Oui, c'est clairement pas Tarkovsky sa véritable influence. Et d'ailleurs, je vais intervenir, alors notamment pour recentrer aussi sur ce film, pas parler que de lui et des autres films, mais c'est vrai que en fait, ce que tu dis, en fait c'est pas faux parce que t'as toujours l'impression qu'il y a une espèce d'inspiration peut-être d'un réalisateur en l'occurrence qui peut changer un peu sa forme, la forme de sa présentation de ce film. Alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Enfin, dans ce film d'ailleurs, The Neon Demon, il y a un énorme clin d'œil à Clouseau. Non, vous avez pas pensé? Si, alors le Clouseau de l'enfer, on peut penser au parce que Clouseau juste avant que Jesse quoi. rentre, alors ça, on va dire de manière générale, parce que effectivement, Dario Argento dans les espèces enfin pas de slasher, mais en tout cas de très belles femmes extrêmement bien présentées avec du sang, oui, mais il y avait cette espèce de scène juste avant de rentrer dans son défilé qu'on ne voit pas vraiment. On a vraiment la tête d'Elle Fanning où je me suis dit putain c'est Romy Schneider quoi. C'est Romy Schneider. Et oui, d'ailleurs sur un fond noir avec des lumières stroboscopiques, tu sais. Exactement, c'est exactement pareil. Il y a clairement une inspiration de ça, ouais. Mais et en fait tu te dis ah mais en fait c'est un peu la scène où esthétiquement tu dis ah mais en fait tout ce film. Est-ce que c'est enfin pas tout ce film mais en tout cas esthétiquement tout ce film est-ce que c'est pas un clin d'œil aussi à ça, ces essais de lumière, de choses comme ça et cette je pense tout ce parce que bien entendu après on parlera peut-être un petit peu plus du film et de l'intrigue du film et le fait que tout le monde révère la beauté, mais justement la beauté des images dans ce film est aussi dans l'hommage que Refn peut faire de ce qu'il y a c'est que cette beauté de l'image ici c'est pas un artifice, c'est-à-dire c'est la substance du film quoi. Ouais. C'est pas quelque chose qui est rajouté par-dessus et c'est ça que je peux trouver intéressant parce que je trouve pareil, moi je crois que parmi nous trois je pense que je vais peut-être être celui qui le défend le plus le film. Ouais, il l'a réhabilité je l'ai un petit peu réhabilité en y réfléchissant, mais je trouve que c'est un film qui a énormément de défauts. D'habitude quand tu réfléchis à un film en général tu le détestes hein. C'est vrai que moi j'ai eu ce phénomène avec Maloud, j'ai écouté ton podcast où je disais sur le papier j'adore, en même temps je me suis souvenu m'être globalement beaucoup ennuyé, pas être très investi par le film pendant 2h10. Mais pour revenir sur Clouseau, c'est vrai qu'il y a même un petit côté aussi dans le côté retors vis-à-vis des femmes qui peut rappeler le corbeau. C'est-à-dire que ces femmes qui sont présentées comme fortes et qui finissent victimes, et les diaboliques. Dans le fait où il y a une cruauté entre femmes dans les diaboliques qui était, je pense, la substance moderne du film, et le plan de l'œil qui tombe dans la baignoire, qui est un peu repris sous un mode un peu, on va dire, plus à la Jodorowsky finalement, enfin Jodorowsky très mythe Ridley Scott à la fin de Neon Demon. Mais en effet, il y a le fantôme de Clouseau et on sait pas, je pense qu'en effet l'enfer de Clouseau ressemblait à une partie de la production d'Argento, c'est-à-dire qu'il y avait un côté
Et en effet, c'est vrai que la beauté du film, c'est un peu son point d'ancrage, mais c'est vrai qu'il y a un côté art pour l'art dans le Giallo, dans une partie du Giallo. Il y a une forme de gratuité chez Argento qui est un peu ce qui aussi a mis son système Après, c'est ce qu'on disait hier à la sortie, la grande différence entre ce film et un film d'Argento, c'est que Argento, c'est sans doute peut-être le cinéaste le plus audacieux au niveau de la mise en image de ses films, peut-être de l'histoire du cinéma. Mais par contre, il restait très conservateur au niveau de ses scénarios. Ça fait qu'on avait, on avait quand même un scénario de film de genre extrêmement construit et cohérent. Et par-dessus, il y avait cette couche qui allait. Ici, il y a une expérimentation narrative qui va avec l'expérimentation visuelle, qui le rend moins facile qu'un film d'Argento, peut-être. Ben oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, Argento, comment dirais-je, presque il pouvait aller dans la promotion de sa propre technique artistique, dans le sens où effectivement, le scénario est basique, on va dire, entre guillemets. Et donc forcément le style du film, tu te dis ah ouais, mais c'est que Argento qui a posé ça dessus, alors que là c'est vrai, enfin là dans des films comme ça tu vois clairement que non seulement il y a de la technique artistique, mais en plus ça imprègne le scénario, c'est-à-dire que le scénario n'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour sortir l'autre influence qui a déjà beaucoup influencé Refn, on en avait parlé hier déjà, c'est David Lynch, et surtout pour la construction narrative en fait. Ouais. Et c'est-à-dire que le film il est construit comme un film, comme un film de Lynch dernière période. C'est-à-dire si tu prends Lost Highway ou Mulholland Drive par exemple, ou même Firewalk With Me, il y a cette idée d'un film en 2 actes, en 2 parties, où tu as une première partie relativement classique qui suit des schémas de genre très simples, et ensuite il y a une césure à un moment donné du film qui fait basculer le film vers un envers du décor, et à partir de là, en fait, les personnages changent et tout se modifie, et la deuxième partie répond à la première, et l'approfondit et va au-delà du genre. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose qu'il a essayé de faire ici. Il y a une scène à peu près au milieu du film qui est une scène de transition avec Keanu Reeves, quoi. C'est non, c'est même pour moi c'est avant ça. Pour moi c'est la scène du défilé ah oui, tu me diras, c'est vrai, oui, c'est pas faux. Et cette scène du défilé d'ailleurs, si tu la mets en parallèle avec la scène de transition de Lost Highway, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a une scène où Bill Pullman en fait est dans sa maison dans Lost Highway, il regarde un feu de cheminée et ensuite il rentre dans un couloir avec une ombre triangulaire très étrange. Il en ressort pas, et après on apprend qu'il a tué sa femme et il est en prison. Si tu mets en parallèle les 2 scènes, t'as l'impression que c'est presque un copier-coller. Il y a la figure du triangle, il y a l'ombre, il y a... bon, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a aussi ce trip narcissique dans le film de Refn, avec cette femme qui embrasse son reflet dans le miroir. La présence des miroirs qui est constante dans le film, du début à la fin, presque, j'ai l'impression. Ouais, quasiment dans tous les plans, et même au son, c'est plutôt bien amené, parce que au tout début du film, forcément tu t'acclimates à peine à ce milieu de top model, de mannequin, donc tu te dis oui, c'est normal, elle est en train de parler à une maquilleuse, il y a des miroirs, et en fait dans cette même scène tu te rends compte que les miroirs vont probablement jouer un rôle important dans le reste du film, parce qu'il y a ce jeu où à chaque fois il découpe son cadre en 2, et tu vois le dos de quelqu'un qui parle et les 2 personnages dans le miroir de l'autre côté, et c'est un champ contre champ qui est tout le temps comme ça, et tu te rends compte que je vais dire n'importe quoi, mais je suis presque sûr qu'il y a 40% des choses qui sont filmées dans ce film, c'est filmé dans un miroir, quoi. C'est-à-dire que même une scène où elle est toute seule chez elle dans son motel, en fait elle se regarde dans le miroir, et tu t'en rends compte après. Alors pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a une césure. Alors je comprends pourquoi tu la mettrais dans le défilé. Non, mais c'est-à-dire que même au-delà de ça, c'est pas juste la question de ce délire graphique qu'il y a à ce moment-là. C'est-à-dire que après ça, j'ai l'impression que le personnage principal même se modifie. On n'a plus la même personne. Elle devient une prédatrice à partir de ce moment-là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais en même temps, je vais t'expliquer juste mon feeling, ok, parce que parlons juste un petit peu du film. J'ai toute la première partie, moi j'ai vraiment, j'étais bien rentré dedans comme un bon film, j'allais dire, de rêve. Donc, en fait, c'était plutôt bien rythmé. Il y avait une sorte d'intrigue qui avançait bien. C'était entrecoupé d'images et d'une BO qui était vraiment assez enivrante. Donc moi j'adore ça. Et pour moi, arriver à
la scène de, je dirais... Alors, du coup, c'est après son défilé, hein, même si elle a commencé un peu à changer. À la scène d'espèce de viol avec un couteau, enfin, même si c'est un rêve, je sais pas si c'est onirique ou pas, on le sait pas très bien. Juste pour rappeler, il y a une sous-intrigue dans le film autour du personnage du propriétaire du motel dans lequel vit le personnage principal. Et Ref nous laisse sous-entendre pendant tout le film que ce type est un serial killer. Ou en tout cas qu'il est pas net, quoi. Ouais, ou en tout cas qu'il est pas... ou un tueur en série. En fait, si tu veux, étant donné que c'est un film d'horreur qui fait référence au giallo, moi je projette un truc de serial killer à ce moment-là. Et dès le début, c'est-à-dire que la première scène où on va voir Keanu Reeves, on le voit d'abord derrière une porte à moitié transparente, mais on le reconnaît pas tout de suite. Ouais. Il ouvre cette porte pour parler à Elle Fanning, qui a un problème parce que quelqu'un est rentré dans sa chambre. Le propriétaire de l'hôtel ne veut pas l'aider. Et à ce moment-là, elle décide d'appeler la police. Et lorsqu'elle appelle la police, il l'arrête. Ouais, il l'arrête et il prend les choses en main pour aller vraiment voir ce qui se passe. Il prend les choses en main parce qu'il veut pas voir les flics. Et il monte au 2e étage de son motel. Et pour monter, il enlève une rubalise de la police. Ouais. et là, tu te dis, il veut pas voir les flics, il y a de la rubalise, qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce type et qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Et donc, c'est un truc pour moi qui a hanté tout le film et il l'exploite pas jusqu'à la fin. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tensions de plus en plus grandes entre elle et Keanu Reeves. Et ça culmine lors d'une scène de rêve où Keanu Reeves la prend d'assaut et la viole avec un couteau, quoi, grosso modo. Ouais, enfin, et du coup, oui, bon, peu importe, parce qu'on ne sait pas si c'est un rêve, mais enfin, voilà, pour expliquer mon ressenti encore une fois du film, voilà, jusque-là, ça m'allait, et je dois vous avouer que à partir du moment où elle a donc demandé de l'aide à son amie Ruby, qui est donc la maquilleuse, le premier personnage du milieu qu'elle rencontre, et toute cette scène en fait dans la maison, c'est pas... Alors c'est peut-être de ma faute parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça aille vers là, ce film, ou en tout cas que ça se passe autrement avant d'arriver à ce dénouement dans la piscine, enfin ce dénouement pour ce personnage en tout cas. Mais clairement, pendant ces scènes-là de la maison, je me suis fait chier, quoi. C'est-à-dire que je trouvais pas ça hyper esthétique, et pour moi c'était redondant par rapport à ce qui était déjà présenté en termes de narcissisme et en termes de vénération de la beauté parmi les personnages. Alors parfois t'as un petit pic d'intérêt quand t'as le refus de Jessie vis-à-vis de Ruby, qui en gros lui fait des avances très corsées, tu vois, et que voilà, il y a une petite scène de nécrophilie normale, parce que tu sais, quand tu te fais refouler par quelqu'un. Oui, attends, alors juste pour résumer, ce qui se passe, c'est que Ruby, c'est une maquilleuse qui est amoureuse de Jessie, comme tous les personnages du film à peu près. Qui travaille également dans la thanatopraxie. Exactement, donc qui maquille aussi les morts. Et en fait, elle fait des avances à Jessie et elle se fait refouler. Et juste après, il y a une scène où elle doit maquiller le cadavre d'une femme. Et on a une scène de nécrophilie où pendant qu'elle est en train de coucher avec ce cadavre, elle pense à Jessie. Et on va en reparler parce que ça aborde un peu toutes les thématiques du film aussi, cette scène-là, puisqu'il y a... Ouais. Enfin, autant en parler maintenant peut-être. Ouais, en fait, autant en parler maintenant, c'est un peu héros et Thanatos, tu vois. Il y a un truc qui traverse tout le film, c'est cette idée assez répandue que les mannequins ressemblent à des cadavres. Et Ref n'ouvre son film par une image de Jessie, donc l'héroïne, qui fait un shoot photo dans lequel elle est un cadavre. Et à partir de là, c'est une métaphore qui va dérouler pendant tout le film, en fait. Que ce soit par les lumières blafardes lors des défilés, que ce soit par le fait que la maquilleuse qui maquille les top modèles, son autre métier, c'est de maquiller des cadavres. Ouais, même tout le rapport, à un moment donné, il y a Jessie qui se blesse et il y a un autre mannequin qui lui lèche le sang, c'est-à-dire comme un vampire, encore une fois, comme un cadavre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il essaie de ramener à ça. Et c'est cette idée de, ouais, comme tu dis, de mélanger l'Eros et le Thanatos. C'est quelque chose que je trouve intéressant, mais que je trouve peut-être un peu trop littéral dans le film, c'est-à-dire ça revient énormément, on sent... Alors, c'est ça aussi peut-être ce que je reproche, c'est-à-dire que pour moi c'était assez avancé dans pas mal de scènes, et après c'était pas énorme, hein, mais c'était quand même, je sais pas, dans ma tête c'était quand même 15 minutes. C'est présent dans tout le film, quoi. Enfin non, je parle juste de cette portion du film, oui, juste avant, clairement, la mort de Jessie. Ouais. Et en fait je trouve que j'aurais préféré d'autres scènes, par exemple avec les autres mannequins,
pour un petit peu augmenter la tension et la jalousie, pour comprendre, enfin, pour mieux amener ce meurtre. En fait, je trouve que c'était un petit peu trop rapide et, enfin, pour moi, en tout cas, ça a brisé un peu le rythme vraiment la façon dont j'ai été happé, en tout cas, par le début du film. Donc, Non, mais c'est un peu ça mon problème avec ça. Après, je- par contre, je veux dire, en fait, pour moi, le début est bien. Le milieu, ce milieu-là, ces 15 minutes-là, je me suis fait chier. Et la fin est très bien. Enfin, j'ai trouvé très bien. Après, je vais être assez d'accord, c'est-à-dire que moi, grosso modo, jusqu'à la scène du défilé qui est à la moitié du film, je suis pas loin de penser que c'est un chef-d'œuvre en fait. Et la deuxième moitié du Mieux que film, Transformers 2. mieux que Dark of the Moon même. Putain, non, là, tu dis n'importe quoi. Et en fait, cette deuxième moitié, je la trouve beaucoup moins cohérente et, comme tu dis, beaucoup trop redondante en fait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ça apporte énormément et que le dialogue entre les deux parties, je trouve pas qu'il se fasse complètement en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une césure à un moment donné, qu'à la limite on commence un deuxième film et j'ai pas l'impression que les deux se répondent si bien que ça. J'aurais aimé une immersion plus importante. Bon, après, déjà, je veux dire, le mec qui fait son scénario, il m'appelle pas, tu vois, pour que je lui donne des yeux. Mais j'aurais aimé une immersion plus importante dans cette espèce de monde où la beauté est la chose ultime et qu'elle voit un petit peu plus comment fonctionnent les autres, et au final, qu'on la voit de plus en plus happée dans ce monde-là, et peut-être en filigrane, enfin pas en filigrane, mais en parallèle, augmenter un peu cette jalousie des autres personnages, pour arriver au final à la même conclusion. Mais pour moi, non, mais je suis d'accord, cette brisure de rythme, c'était dommage, quoi. C'est-à-dire que cette césure, si elle est montrée, je trouve qu'elle est pas ressentie, justement. En fait, c'est plus en descendant, c'est-à-dire qu'on t'endort un petit peu dans un truc où... Et c'est dommage parce que ça aurait pu... presque la scène de... Alors je sais pas, peut-être parce que je suis trop habitué à regarder des snuff movies, mais la scène de nécrophilie, elle m'a pas... Elle m'a pas choqué, spécial. Genre, en fait, non mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que... Bon, de toute façon, on est d'accord, s'il y a bien une activité au monde qui ne gêne personne, c'est la nécrophilie. C'est vrai. Mais en fait, comme justement, c'est son arrivée dans cette maison où le personnage de Ruby fait du house-sitting... Enfin, ça m'a un peu endormi. Ben, en fait, quand ça arrive, je me dis ah ouais, c'est cool de voir cette scène-là parce que j'en sais plus sur sur le personnage de Ruby, mais voilà, à part un oh que j'ai entendu dans le public parce que au moment où elle lui a craché dans la bouche, non mais c'est incroyable. Genre t'as envie de leur dire non mais vous savez qu'elle va la baiser. C'est pas cracher dans la bouche qui fait le pire des trucs dans cette scène. Mais bon, et puis ça se réveille au moment où les mannequins sortent les couteaux, parce que je me suis dit putain, il va y avoir une baston comme dans Time Cop et tout, mais en fait non. Non, mais en fait, il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le film, c'est en fait, il nous montre donc des mannequins qui sont en permanence en fait oppressés par une hiérarchie, que ce soit les photographes, que ce soit les agences de mannequins, que ce soit les designers de mode. Et en fait, au lieu de s'en prendre à cette hiérarchie qui les oppresse, elles préfèrent s'entretuer. Ouais. Oui, et c'est assez intéressant, je trouve, tu vois. Et je pense que c'est assez juste sur les rapports sociaux qui peuvent exister par rapport aux hiérarchies, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de... Alors, vous me direz ce que vous en pensez, ou peut-être que je pars dans un truc un peu trop pseudo-philosophique, mais ça me paraît clair qu'à la fin, tu peux prendre les personnages, enfin les 4 personnages de femmes, les 4 personnages principaux, et tu peux leur apposer des choses plus grandes qu'elles ne sont. C'est-à-dire que le personnage d'Elle Fanning, Jessie, ça devient la beauté pure, c'est-à-dire que ce n'est même pas une personne, c'est le concept de la beauté. Les 2 mannequins sont en l'occurrence des mannequins, c'est-à-dire des sortes de personnes professionnelles de ce milieu qui ont cette relation très ambiguë avec la beauté, dans le sens où elles la recherchent absolument, mais sont peut-être les personnes les plus violentes contre la beauté, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne vont pas l'avoir éternellement. Et le personnage de Ruby, c'est la femme normale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne le public qui voit les mannequins, qui sait qu'il y a qui a d'abord en elle-même une relation avec la beauté, mais qui est totalement singulière et personnelle. Et puis qui se rend compte que maintenant, elle peut n'avoir cette relation avec la beauté que via
des mannequins, c'est-à-dire ce qu'on lui présente comme étant le prisme de la mode. Je sais pas si je dis des choses mais je assez vois, cohérentes. mais en fait, surtout, il y a aussi quelque chose de super intéressant par rapport à ça. C'est comme tu dis, Jessie, elle nous est montrée comme l'incarnation de la beauté naturelle, absolue, à laquelle chaque autre mannequin veut s'identifier, chaque autre mannequin veut devenir. Et en permanence, il y a cette idée aussi. Il y a beaucoup de choses autour de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire il y a des mannequins qui font de la chirurgie esthétique, et il y a beaucoup de personnages qui disent que en fait, même avec de la chirurgie esthétique, Tu n'atteindras pas la beauté. tu n'atteindras jamais cette beauté-là, ça sera artificiel et de toute façon ça sera moche. Et ce qui est intéressant, c'est l'autre chose qu'il y a en masse dans ce film, en plus des miroirs, comme on l'a dit, c'est les scènes de maquillage. Je pense qu'une scène sur deux, c'est une scène où quelqu'un se maquille. C'est-à-dire que en même temps, on nous dit, tu vois, Jessie, c'est la beauté naturelle, elle a besoin de rien faire, et pourtant on la voit se maquiller en permanence, on la voit se coiffer, se maquiller, se pomponner. Les filles doivent être épilées. C'est-à-dire que même ce discours est ultra hypocrite de dire que la beauté doit être absolument naturelle, alors qui passent leur temps en permanence à essayer de se maquiller, tu vois. Ceci dit, et c'est vrai que ça peut donner encore plus d'eau à ton moulin par rapport à ça, c'est que quand elle est naturelle, quand elle est au début du film en tout cas au naturel, c'est-à-dire quand elle doit sortir parce qu'on lui propose de sortir, elle n'est jamais maquillée d'elle-même. Oui, mais alors que dès qu'elle doit être... C'est pas là qu'on commence à l'aimer le plus, en fait. Voilà, c'est ça. Et le truc... Enfin, oui. Alors que c'est là où les autres, justement, captent un petit peu le fait qu'elle est singulière. C'est que, justement, elle ne veut pas se maquiller, mais au final, elle finit par se maquiller. C'est la proie. Dans ce début, c'est la proie, quoi. Où, d'ailleurs, il y a en permanence une violence symbolique sur comment les personnages se font du mal dans le film. Par rapport aux conventions sociales, il y a beaucoup de scènes comme ça. Il y a des petits gestes qui sont d'une violence ahurissante. Je pense à un moment donné, Christina Hendrick, qui est la directrice d'une agence de mannequins, elle va chercher un papier à l'accueil, et il y a des mannequins qui attendent leur tour pour être jugés par cette femme, pour voir si elles vont rentrer dans l'agence ou non. Elle s'arrête 2 secondes, elle la regarde une et elle fait: toi tu peux partir. Et elle rentre dans son bureau sans rien dire. Et il y a des petits trucs de violence comme ça en permanence, et je pense que la scène qui le représente le mieux, je pense que c'est ma scène préférée du film, c'est la scène du casting. C'est à un moment donné, il y a Jessie passe un casting pour faire un défilé de mode, et là la scène, je la trouve assez magistrale, parce que la manière dont elle est écrite, c'est d'abord on voit un autre mannequin qui passe devant les jurés, les juges. Ouais. Et les juges disent 2-3 trucs du genre allez-y, commencez à défiler, et lorsqu'elle pose une question, elle fait non, c'est très bien, allez vous asseoir. Et en fait, pendant tout ce moment, on voit le designer, en fait, qui est censé embaucher ou pas les mannequins, qui fait autre chose. Il est en train de plier un petit mouchoir en tissu, origami avec son mouchoir, et il ne regarde même pas la mannequin. Ensuite, dans la deuxième partie de la scène, c'est au tour de Jessie de passer et d'être jugée. Et à ce moment-là, les personnages disent à peu près la même chose que lorsque le premier mannequin est passé. Et la différence, c'est que le designer s'est arrêté de plier son mouchoir, la regarde, tout le monde la regarde et sourit, et en disant la même chose, en fait, ça veut dire une chose complètement différente. C'est-à-dire que là, les mêmes paroles, mais mises en scène différemment, veulent dire autre chose. Enfin, pour moi, c'est une leçon de mise en scène à ce moment-là. C'est vraiment, il fait beaucoup plus confiance au montage, à des échanges de regards, au jeu d'acteur, plutôt qu'au scénario en lui-même. Et c'est quelque chose qu'adore faire. C'est pour revenir au fait que quand il est arrivé sur Drive, il a coupé les 2 tiers des dialogues. C'est-à-dire qu'il préfère faire passer les choses par un échange de regards, par quelque chose comme ça, plutôt que de le montrer. Et ça, c'est intéressant quand même. Ce qui fonctionne super. Oui, c'est-à-dire que tu fais un film, tu fais pas un livre audio, donc autant, tu vois, autant se servir de l'image pour dire la moitié des choses que tu as à dire, au moins. Mais ouais, non, mais alors je sais que vous allez dire que je suis encore dans les trucs métaphoriques énormes, mais justement, quand tu parlais du fait que les mannequins étaient représentés comme des cadavres, je vais te rejoindre en disant que elles ne sont plus des femmes. Et en fait, il y a un truc qui est assez connu dans ce milieu-là, parce que j'étais top modèle à l'époque, c'est que en gros, les mannequins s'affament tellement que biologiquement, elles n'ont plus de cycle menstruel, en fait. D'accord ? Et il y a la fameuse scène juste après leur absorption de la beauté, donc après avoir mangé, parce qu'on comprend, elles ont mangé le personnage de Jessie. Il y a pour moi la femme normale, donc qui est Ruby, où en gros, elle a des règles, quoi.
Direct en mode tu femme vois cette fontaine, scène où en gros elle se met nue sur le sol et il y a tu vois une espèce de flaque de sang énorme pas jaillir de son corps mais tu le comprends et avec ce plan de la lune pour t'expliquer que voilà qu'en gros c'est pour ça que pour moi c'était vraiment des personnages bien distincts entre Ruby qui est une femme normale entre guillemets parce que elle peut procréer alors que les autres ont renoncé si tu veux à leur fertilité pour atteindre la beauté et qu'au final tu vois leur seule relation avec le sang c'est presque entre elles en fait c'est-à-dire ce qui les fait saigner l'une l'autre et pas leur propre sang je sais pas si ou alors je m'en vais dans des trucs tout seul. Non, parce que ça reste suffisamment ouvert et en même temps suffisamment précis. Je trouve que la grosse différence entre les deux vampires finaux et Jessie, ce qui Ouais. fait qu'elle redevient une victime à la fin, j'ai l'impression que l'une des clés du film. Après, moi, je suis pas du tout rentré dans l'univers. J'ai du mal à adhérer au système d'image qu'il me proposait, y compris dans la mise en place. C'est-à-dire que moi, Redfern, je trouve que et c'est aussi en ça où j'en reviens à Drive, dans une moindre mesure à Bronson, c'est quelqu'un qui a une mise en scène limpide, qui peut faire passer des choses énormes par l'image. En même temps, là, tu vois, dans ce film, j'ai l'impression que Jessie, le moment où elle comprend que son pouvoir réside dans le narcissisme, je trouve qu'il y a trouvé, en fait, que lui-même lui a dit, s'est identifié à elle. Je pense que même à travers la manière dont son film peut constituer un tour de force plastique, c'est-à-dire que dans toute la veine qu'il a initiée, même si j'aime pas fondamentalement son film, c'est que Refn, j'ai l'impression que dans cette veine électro-numérique, c'est le plus fort. Enfin, c'est le plus radical et peut-être aussi le plus vain, mais en même temps, je veux dire. Il y a un monde entre ce que te propose Neon Demon et It Follows, quoi, qui fait vraiment film bac à sable à côté. Je trouve que voilà, il y a cette idée dans le défilé de mode avec la manière dont elle va embrasser son image, c'est juste d'assumer son narcissisme pour elle-même finalement. Ouais. C'est ce moment où elle est sur le plongeoir, c'est cette idée, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, j'accepte que ma beauté, qui est reliée par le regard de tout le monde, et dont le garant de l'âme serait le petit copain, à nouveau, je pense qu'il recourt à des figures archétypales et mythologiques qui seraient l'ange gardien, c'est de dire, voilà, je suis belle parce que je suis belle et je m'aime en tant que belle fille. C'est-à-dire de détacher même ça d'un... Et à nouveau, il nous fait quand elle évoque sa mère, il nous fait le coup du retour au ventre matriciel. Il y a même une séquence où l'écran se dessine comme un ventre, quoi. Il y a cette idée, c'est que je suis belle pour moi-même, un point c'est tout, je vais pas jouer les cartes professionnelles. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle se libère à la fois de Ruby, qui est un peu son guide Ouais. dans ce monde infernal. Et j'ai l'impression que sa liberté vient du fait d'assumer pleinement son narcissisme. C'est-à-dire de refuser que la beauté soit médiatisée. C'est-à-dire qu'en effet, qui est designer, qui est le directeur de casting, qui est le directrice de l'agence, tous les autres mannequins sont soumis à ce regard-là et à ce système, comme disait Arnaud. J'ai l'impression qu'à un moment, sa naissance, c'est juste d'accepter d'être belle pour être belle, point barre. Et à partir de ce moment-là, quand elle est chez Ruby, je vois même pas, elle se fait son propre défilé de mode. Oui. C'est-à-dire, elle s'auto-maquille. Il y a l'idée qu'elle devient un électron libre, quoi. Ce qui la différencie pour moi des deux nanas qui vont être des espèces de vampires posés devant le photographe. Il est plutôt intéressant. Enfin, moi, je te dis, j'aime pas trop le film, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait passer ce photographe quand il se retrouve face aux deux dernières à la fin. Il y a un Oui. truc de blasé, de cycle qui a pas été rompu et qui va continuer éternellement. Oui. Et c'est vrai que le personnage de Jenna Malone, c'est peut-être celui dont je me sens le plus proche, quoi. J'ai l'impression que c'est une Mhm. espèce de médiatrice. Il y a eu, j'ai l'impression que c'est le seul personnage qu'on voit cloper comme un peu un truc autodestructeur. Peut-être que les photographes le font aussi, mais un côté où elle est très très détachée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a accès à la vie, à la mort, à la fois avec ses activités de presque mère maquerelle pour mannequin, mais elle est beaucoup plus sympathique que les autres en fait. Oui, c'est parce que c'est un Et être en même temps, humain elle a accès normal. aussi où tout va se terminer, c'est-à-dire le tombeau, quoi. Ouais, oui. Oui, c'est ouais, c'est pas Je trouve que c'est un. Voilà, c'était. Comment dire. Je pense que Refn. Enfin, je suis incapable de voir comment le film aurait pu être fait différemment, tout en n'y étant pas du tout sensible. Alors peut-être qu'il y a peut-être une question de. À nouveau, comme. Je vois, il appartient pas au même registre que Drive, hein, qui est un film beaucoup plus Non. codifié, hein, qui est un vrai film noir, où justement, là, les archétypes fonctionnaient très bien parce qu'ils s'intégraient. À chaque fois, ça correspondait à un archétype du film noir. T'avais le mari cocu en prison, la femme fatale qui en était pas une, mais un peu implicitement, parce qu'elle est garante d'une innocence qu'il faut protéger, qui va ramener le crime. Et là, j'ai l'impression que ces éléments-là sont beaucoup plus dilués dans Neon Demon, ce qui en fait un nouveau film en bras de fer avec son précédent film, avec son précédent film, c'est-à-dire avec Drive. C'est-à-dire que là, tout est plus dilué, et par moments, il y a des figures archétypales qui ressortent. Mais encore une fois, moi je pense que ça vient que le gros problème du film vient du fait que l'expérimentation narrative ici est un peu ratée et je pense que c'est souvent le cas avec Refn en fait. C'est-à-dire qu'il se rêve un peu en David Lynch. Il avait clairement Bah, fait un hommage à ça avec Faire X et qui était raté aussi. Qui était beaucoup plus raté. Qui était d'ailleurs. beaucoup plus raté. Et là, il réessaie de refaire un peu cette même chose, de faire une expérimentation, de vouloir faire un film en deux parties, d'assumer ça. Et derrière, en fait, j'ai l'impression qu'au-delà de l'artifice de vouloir diviser son film en deux parties, de vouloir essayer de le rendre plus abstrait dans la fin et tout ça,
j'ai pas l'impression que ce soit si intéressant que ça, que c'est un gimmick en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais, qu'il y a... Pour moi, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il refait les mêmes erreurs que je pourrais lui reprocher dans Only God Forgives, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait des promesses au début du film. Alors, c'est peut-être aussi son jeu, je sais pas. Je sais pas s'il veut faire ça, en fait, tu vois. Essayer de te faire espérer. Enfin, pas espérer, mais. Te présenter un film qu'au milieu du film, il ne te fait pas. Pour aller ailleurs, mais qu'au final dans sa narration il perd un truc, il perd le spectateur quoi. Enfin pas parce que je me lève et que je me casse du ciné, mais c'est juste parce que je suis plus aussi captivé qu'au début du film, voilà. Et après là pour revenir sur Only God Forgives, en fait je pense que dans Neon Demon, il y a beaucoup plus de scènes qui m'ont marqué que je vais retenir du film que Only God Forgives. J'en ai pas retenu grand chose en fait de Only God. J'ai pas l'impression d'avoir des scènes. Il y a des scènes qui sont belles, mais j'ai pas des scènes, tu vois, qui m'ont ému ou qui m'ont. Et dans The Neon Demon, même si dans l'ensemble je trouve que c'est un film bancal, il y a des moments qui m'ont touché. Il y a des moments comme ça que j'attrape et que j'aime. On en a pas parlé, mais la scène du Puma dans la chambre de Jesse. Qui est devenu depuis Michael Mann, j'ai l'impression, cette apparition d'animaux à Los Angeles, une espèce de cliché mais qui est plutôt réussi, je trouve. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans le film à ce moment-là. Il y a plusieurs moments du film comme ça que j'ai l'impression que je vais garder, et je trouve que c'est pas si mal déjà quoi. Après c'est curieux de voir c'est marrant parce que tu parlais de Phoenix, en effet il creusait déjà ce sillon lynchien qu'on retrouvait un peu aussi dans Only God Forgives. Moi ce qui me... je sais pas trop en fait, Refn presque lui-même entretient une posture de cinéaste un peu glissant. C'est quelqu'un qui en interview va énormément impliquer du spectateur. En fait, c'est ce qu'il disait au moment de Valhalla Rising, ce qu'il a un peu dit au moment de Only God Forgives, c'était lui dire clairement, prenez des psychotropes, vous apprécierez d'autant plus mon cinéma et la valeur de trip qu'il a, tout en étant quelqu'un plutôt ascète, très famille, qui consomme pas de stupéfiants a priori. Mais il y a quelque chose, moi, quand je pense à Neon Demon et à l'échec que c'est, parce que pour moi, c'est... je reviens à nouveau à Drive, c'est ce que faisait Net Drive chez moi, c'est que dans les meilleurs moments de Drive, je voyais vraiment un équivalent danois à David Fincher. C'est-à-dire dans cette maîtrise du découpage, dans cette espèce de néoclassicisme quasi parfait. C'est-à-dire que pour moi, Drive n'aura jamais la valeur qu'a Zodiac, Seven pour moi, mais... Et j'ai l'impression que Neon Demon, hier, ce que je disais à ma petite amie, mais c'est bizarre, ça me fait le même effet que l'égarement qu'avait été Panic Room, ou un peu The Game de chez David Fincher. C'est-à-dire, un mauvais Fincher. Pour d'autres, tu vois ce que je veux dire, oui. C'est-à-dire que Fincher expérimenté... qui sont finalement des films beaucoup plus... les films de Fincher qui sont les plus creux. Ouais, ce qui manque à The Game ou ce qui manque à Panic Room par rapport à, c'est des enjeux à Zodiac, c'est pas forcément la qualité de la mise en scène ou la qualité de la construction. J'ai l'impression que c'est un sujet en fait. Oui, c'est un sujet, c'est expérimenté. Et j'ai l'impression que lui, ses outils narratifs, c'est les outils qu'il a envie d'expérimenter, contrairement à Fincher, dont la grosse marotte au moment de Panic Room et de The Game, c'était une espèce de caméra prima donna. Et même aussi dans les moments un peu ratés de Fight Club, j'ai l'impression que lui, c'est plutôt une manière de raconter des histoires autour de laquelle il tourne, c'est-à-dire aller emprunter à Lynch, à Jodorowsky. Mais tout en oubliant que chez Jodorowsky et Lynch, quand ça marche, c'est tellement impliquant pour le spectateur, c'est des paiements émotionnels. Chez Red, j'ai l'impression que c'est moins sincère que chez Lynch ou que chez Jodorowsky. Que c'est pas quelque chose que j'ai l'impression que bon, c'est un artiste visuel ahurissant, bref, on peut se mettre d'accord là-dessus, mais que derrière, en fait, sur ses constructions d'histoire, j'ai l'impression qu'il veut faire écho à ça. Mais il le fait beaucoup plus par esprit de contradiction plutôt que pour vraiment essayer d'exprimer quelque chose de profond quoi. Je trouve un peu paumé en fait. Mais du coup c'est pas la même erreur, c'est-à-dire que voilà, par exemple on va prendre les Panic Room par exemple, enfin on va pas le prendre spécialement, mais pour revenir au fait que justement ces films-là n'ont pas forcément de sujets viscéraux et c'est ce qui les rend moins bons, mais si tu le mets en parallèle avec ce film, on est censé là avoir un sujet qui est censé toucher tout le monde et être viscéral. Et oui, c'est ça, c'est que sauf ici, que du coup, lui, clair, son erreur, ça, ses faiblesses, c'est transmettre en fait ce sujet. C'est vraiment la narration de comment ça. Le médiatiser. C'est-à-dire que c'est. Après, je comprends, c'est-à-dire que ça sonne pas aussi creux, mais ça sonne pareil. Oui, si, ça sonne aussi creux quand tu tapes dans ce film, mais pas pour les mêmes raisons en fait. Oui, c'est ça, mais c'est pas la même couche, sont pas les mêmes, c'est-à-dire que. Et en fait, quand tu ressors de The Neon Demon ou même de Only God Forgives, par exemple, ou Valhalla Rising, tu vois, c'est-à-dire des films métaphysiques, que tu ressors, alors tu peux analyser ce que tu as vu, c'est-à-dire que tu peux avoir vu les symboles qu'il y a eu, tu peux avoir vu tous ces rapports qu'il y a au cadavre, et tu peux reconstituer un peu ce que Refn a pu vouloir dire à travers ça, à travers ces symboles qu'il a mis dans son film. Et le problème, c'est que souvent, au-delà du symbole, je l'ai pas ressenti en fait.
ce qu'il a voulu transmettre. Alors que contrairement à Lynch, quand je ressors, il me faut, je pense, des années pour analyser intellectuellement ce qui se passe dans un film de Lynch, clair. Et pourtant, émotionnellement, je l'ai tout de suite compris. Tout de suite. Tu vois. Alors, mais ça m'intéresse aussi, parce que ce que tu disais, c'est que tu le sentais pas sincère. Alors, c'est ça ma question, c'est est-ce que juste... il a un manque de compétences pour nous faire vivre son sujet viscéral, pour encore reprendre le terme, mais auquel il pense sincèrement, et donc c'est un problème, je sais pas, de technique narrative, ou est-ce que c'est juste qu'il n'est pas sincère, c'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'il fait juste un truc pour quand faire je parlais genre... d'un défaut de sincérité, c'était pas forcément sur le sujet en lui-même, quoi, qu'on pourra en reparler, mais en fait c'est plutôt dans cette volonté de vouloir briser les codes narratifs. C'est-à-dire que quand il veut briser les codes narratifs, j'ai pas l'impression que ce soit pour une raison qui vient de son sujet, mais que c'est vraiment pour faire le malin, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc parce que en fait, si je pose cette question, c'est que moi forcément je me demande toujours si est-ce que c'est pas un mec qui veut un peu aussi se la péter en prenant un sujet comme ça qui est censé être métaphysique, mais que lui ne pense pas vraiment à faire quoi que ce soit, enfin n'y pense pas vraiment, parce que c'est un mec qui, alors il bosse dans il a bossé en tout cas dans la mode, parce qu'il a fait pas mal de trucs pour la mode notamment. Alors après je suis d'accord qu'il peut être fasciné par ça, etc. Ce film, il pourrait être, enfin non, c'est pas qu'il pourrait, enfin quand tu vois ce film tu te dis c'est une critique de la mode et de la beauté telle qu'elle est présentée dans notre monde actuel, etc. Mais est-ce qu'il le pense vraiment, ou est-ce que c'est juste pour se mettre les meufs c'est toute la question, parce que qui ont pas une taille de gap de son côté, tu vois. Il est devenu sa propre marque, quoi, Refn. C'est-à-dire que même dans le film, il a une espèce de logo pour représenter son nom, ses initiales NWR, où on a l'impression que c'est un truc de Yves Saint-Laurent, de Yves Saint-Laurent, où c'est un peu la même chose comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que nous, à la projection qu'on a vue, il y avait une bande-annonce pour une ressortie d'un film de Mario Bava, La planète des vampires. Et qui était un film présenté, c'est Nicolas Winding Refn qui l'a présenté à Cannes, qui le reprend. Et au début du film, il y avait le logo de Nicolas Winding Refn, comme si c'était une marque, un logo de qualité. Et ensuite, son nom apparaît, je crois, 5 fois au générique. Après, et donc il y a quelque chose d'ultra narcissique dans sa propre démarche à lui, donc c'est vrai que c'est un film un peu hypocrite, tu vois. C'est ça, ça pourrait être un éloge du narcissisme comme une force qu'on trouve en soi, comme la petite. Après, moi sur la question de la sincérité, c'est bizarre parce que tout le monde l'a vu, les échos qu'on a eu de Cannes, je pense qu'on sera tous d'accord, c'était une espèce de nanar d'auteur, une espèce de doigt d'honneur. Et c'est marrant, c'est qu'hier en voyant le film, peut-être aussi parce que j'ai été un peu hermétique, comme je te dis, cette manière de raconter les histoires, cet assemblage d'électro avec des images, avec une lumière qui est de plus en plus répandue, même si je trouve que Refn en effet c'est le plus radical, comme je l'ai dit. Je trouve que le film il a pas beaucoup de panache, je trouve. C'est moi ce que j'entendais par nanar, je pensais à un film beaucoup plus foutraque, beaucoup plus fou. Et j'ai l'impression que quand il dérape dans sa deuxième partie, dans sa césure narrative. Non, mais c'est clairement pas un nanar après. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté rigolard d'un nanar. Et puis un nanar, généralement, c'est un film aussi. Ce qui nous les rend attachants, c'est que c'est des réalisateurs qui ont à la fois parfois peu de moyens et qui ont en même temps voulu te proposer plus que ce qu'ils ont. C'est-à-dire si on prend un archétype de nanar, je sais pas, un film de crocodile qui va essayer d'émuler les Dents de la Mer, il y a moins de thunes, il y a moins de talent, mais on essaie de faire plus que les Dents de la Mer, il y a plus de morts. Généralement, il y en a beaucoup plus, mais elles sont moins inventives. Là, chez Refn, j'ai l'impression que je sais pas comment dire, c'est vraiment quelqu'un que je trouve à la fois, j'ai pas non plus une folle envie de savoir qui il est, mais j'ai l'impression que c'est un mélange de mec très très sûr de lui et en même temps ultra insécure. C'est-à-dire que même dans cette césure, j'ai l'impression qu'elle est pas non plus hyper marquée. Dans le changement, certes, le personnage d'Elle Fanning change. Tu veux dire qu'il est hésitant dans sa césure, en fait. Enfin, je trouve il a pas le courage de faire l'assemblage des plans est là. Tu vois, la symbolique dont tu citais, ce plan de la lune qui évoque à la fois les menstrues, qui est un plan ultra composé. Même là-dedans, j'ai du mal à y voir un côté punk, justement. C'est-à-dire une forme de... J'ai du mal à y voir beaucoup de jusqu'au-boutisme. C'est très je trouve ça assez tiède. C'est très, tu remarques comme... Je crois que c'est quelque chose qui reprend à Jodorowsky. Et encore une fois, chez Jodorowsky, ça me touche beaucoup plus, généralement. Tu remarques comme Yann est ultra violent, mais avec le sourire, parce qu'il dit... alors, c'est pas un nanar, parce que c'est pas aussi rigolard qu'un nanar. Genre, comment mettre ce film au-dessous de Lake Placid. Un auteur célébré à Cannes part en sucette, il y a quand même une curiosité à se dire, mais qu'est-ce que ça va donner ? Et je trouve qu'il y a tellement de il y a quand même il aura toujours ce tronçon, c'est d'avoir une maîtrise de son langage, du montage, de la pulsation. En effet, la séquence de casting dont parlait Arnaud, elle est montée au cordeau. C'est un exemple de mise en scène que tu peux montrer dans une école de cinoche, ça. Et tout en, tu vois, à nouveau que cette limpidité que je trouve qui est pour moi l'apanage de grands cinéastes plastiques comme Lynch, comme Fincher à leur top. Et à côté de ça, j'ai l'impression que par exemple la séquence de trip
qui est censé me faire basculer dans le défilé, notamment avec où le chant et le contre-chant se fondent, c'est-à-dire qu'elle voit son image en écho, il y a ces lumières rouges. Ouais. Ça glisse un peu sur moi, tu vois, je me sens pas attiré. Ouais. C'est-à-dire qu'on parlait de Giallo, chez Argento, c'est des décharges électriques qui t'envoient. Et en cela où il pourrait être assez proche, c'est-à-dire qu'il y a le goût du fragment dans le Giallo. C'est-à-dire quand tu regardes l'évolution de la filmographie d'Argento, il commence par... on va dire, c'était toujours un peu le prétexte de l'intrigue, mais en même temps qui était très reconnaissable par le spectateur, c'est soit l'intrigue de thriller, qui a tué qui, avec généralement une fin qui est une fin à twist, qui là où je peux comprendre qu'Argento est repris par les théoriciens, c'est-à-dire que c'est ce que toi-même en tant que spectateur t'as vu, c'était pas l'énigme, et pourtant t'avais tout sous les yeux. Ensuite, plus il a ressenti le besoin d'être électrique, plus il est allé vers le fantastique pur et dur. C'est-à-dire que Suspiria, c'est une intrigue de conte de fées. Ouais. C'est même un ressort narratif qui est très très facile à utiliser, qu'on retrouve aussi dans Neon Demon, c'est le flic dans la mafia. C'est-à-dire l'arrivée d'un élément étranger dans un univers qui est déjà baroque. Si on se souvient bien, on peut même faire des échos avec Neon Demon, c'est qu'il y a toute cette thématique du double dans Suspiria, c'est-à-dire au moment où Suzy Bennett rentre dans l'école de danse, c'est mis en montage parallèle avec une héroïne qui se fait massacrer. C'est-à-dire qu'on avait à la fois l'héroïne qui arrivait, qui prenait la place d'Anna qui venait de se faire tuer, c'est comment elle allait survivre. Ouais. Et tout ça était très fragile. Et d'ailleurs, dans Suspiria, il y a déjà le tombeau de Dario Argento, c'est que tout ce système-là va se barrer en couille quand il aura moins d'assises narratives, quand ses morceaux de bravoure seront moins puissants. Je pense que ça s'arrête plus ou moins à Ténèbres. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que même Suspiria, on pourrait le mettre comme le chef-d'œuvre de sa carrière, à partir duquel ça redescend. Il y a encore des films intéressants après, mais qui seront jamais du niveau, je trouve. Moins sûr. Après, je vois ce que tu veux dire dans le sens où les scènes qui normalement devraient, ou en tout cas ont été pensées comme percutantes, ne le sont pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, elles me prennent pas. Moi, la chose qui m'a le plus peut-être marqué, dans lequel je me suis plus senti vibrer, c'est bête, mais c'était dans en fait, la première scène où elle-même, encore innocente, rentre dans cette espèce de boîte où il y a un show avec des stroboscopes, etc. Et au final, j'ai l'impression que moi, je me rappelle plus de cette scène que de la scène où il refait justement Romy Schneider avant le défilé. Parce que c'est bon, une fois que j'ai vu ça 3 secondes, je dis « Ah, tu fais référence à ça ?» Et ouais, bah vas-y, maintenant, montre-moi quelque chose qui va je sais pas, m'amener ailleurs, mais en fait, ça me percute pas autant, en tout cas. Et c'est vrai que oui, peut-être qu'il est peut-être trop timoré, comme tu disais, il a malgré ses initiales, ou plutôt, comme l'indique le besoin de se mettre ses initiales partout, il manque de confiance en lui, peut-être. Ouais, je sais pas trop, ouais. Peut-être en effet, je pense que le parcours d'Elle Fanning, même dans sa carrière, c'est quelqu'un qui a dit, voilà, jusqu'à Bronson, je faisais des trucs dans mon coin, j'essayais des choses, la critique s'en foutait un peu, le public venait, mais en même temps, j'étais pas sous les feux des projecteurs, et arrive Drive, qui est un peu sa perte d'innocence, tête à lui, son dépucelage, Grand Prix de la mise en scène, suivi d'un carton, et on dirait un peu que c'est Elle Fanning après sa transformation, Refn. C'est maintenant, je fais les films que j'ai envie de faire, et en même temps, je le sens pas non plus très à l'aise là-dedans, c'est-à-dire que Only God Forgives, j'ai même un côté réchauffé, c'est-à-dire dans tes frustrations, c'est-à-dire que Only God Forgives, il est marketé, vous avez un film de baston et un vigilant film à Bangkok. Et après, le film, c'était on peut toujours rentrer dans les discussions. Il avait déjà fait la même chose dans Valhalla Rising, en fait. Oui, c'est après le c'est ça le souci, c'est je sais pas qui s'occupe du marketing, quel mot il a à dire de ça, tu vois, c'est un peu comme quand les mecs présentaient Usual Suspect comme une comédie ou des trucs comme ça, tu vois, est-ce que le réalisateur a vraiment son mot à dire dans le marketing. Après bon, ça c'est un autre problème, mais pour le coup, même dans le film lui-même, que ce soit Valhalla Rising ou Only God Forgives, en fait il y a une promesse d'un film qui n'est pas tenue, parce que c'est pas ce film-là que tu es en train de regarder, et que c'est pas aussi bien que tu penses que ça, enfin pas que ça pourrait être, mais que tu pensais que ça allait être, en tout cas. Après c'est curieux, moi je sais pas dans quelle direction il peut aller maintenant. Ouais. Enfin, en tout cas c'est ce qui fait, j'ai l'impression que tous les trois on banque à chaque fois qu'il sort un de ses films, c'est que il arrive quand même à susciter l'attente. Oui. Moi je suis très curieux de voir où il va aller, vraiment. Après je sais pas ce qu'il peut faire après Neon Demon. Mais parce que de toute façon ça reste un réalisateur extrêmement intéressant, quoi. C'est comme les Argento, je continue à les voir, et pourtant il y a encore moins à manger que dans Neon Demon, dans les derniers Argento, quoi. Ouais. Quelle voie il va emprunter je pense que pour essayer de deviner ce qui pourrait se passer, alors c'est un peu bête parce que tu vois, c'est pas comme si c'était un mec qu'on connaissait personnellement, mais si ça me turlupine comme question, cette question de la sincérité, c'est que j'ai l'impression que depuis Drive, et donc son succès critique et public, j'ai l'impression qu'il vit dans un milieu où
il se la pète en fait. Vraiment, je reviens à ça, c'est-à-dire dans le sens où il y a des attentes de cette espèce de public, on va pas dire d'intelligentsia d'Hollywood ou des choses comme ça, mais où il joue avec ça, mais il sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'il dit non, mais regardez, je vais vous faire un film de baston en Thaïlande, mais vous comprenez, ça va être beaucoup plus que ça. Et au final, ça tombe un peu à plat. Et Ouais, en fait, c'était même limite grossier dans sa symbolique. C'est-à-dire qu'il a même dans la manière de servir la soupe aux critiques, c'est-à-dire analytiquement. C'est peut-être en ça où Neon Demon est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus diffus. C'est que t'es arrivé au bout d'Only God Forgives, il y a un côté So What Else, quoi. Oui. Tu as fait le coup de la régression intra-utérine très littéralement, ce qu'on Oui, avait testé oui. depuis 25 minutes dans le film, dès le moment où Kristen Scott Thomas arrive pour couper les couilles de Ryan Gosling. Ouais. T'as envie de dire la symbolique que tu développais. Et après, il y avait ce côté en plus petite forme, c'est-à-dire qu'Only God Forgives, c'était un film d'1h30, très ramassé. Et il faisait rentrer beaucoup de choses qui ressortaient comme des morceaux de grumeaux, tu vois, ou du pain dans une soupe. C'est-à-dire que Ouais. ça aurait dû avoir la structure rectiligne d'un film de baston, mais chargé d'une symbolique mère-fils Ouais. qui pointillait tout le film et qui finissait par le bouffer et le rendre très peu sympathique. Et- Je sais pas si c'est une question de sincérité, je pense que peut-être que maintenant il est un peu, mais je trouve que c'est un peu ces deux cinéastes qui se rapprochent parce que le père de Refn montait ses films, mais c'est que Refn comme Lars von Trier, je pense qu'ils ont conscience aussi d'être... quand t'es dans une sélection canoise, tout le monde est un peu à sa place finalement. C'est-à-dire de Malik, on attend la grande fresque métaphysique, Ouais. le grand film... Et j'ai l'impression que Refn maintenant il prend à cœur son rôle de punk, mais Ouais. Mais est-ce en qu'il est même pas temps, je trouve que c'est victime un de peu ça? plus que ça parce que c'est un peu moins. C'est un peu un oxymore, je veux dire. Je trouve pas débridé Neon Demon, Oui. comme devrait l'être un film punk mal élevé qui va chier sur son public. Et en même temps, je le trouve pas non plus tiède. Enfin, je sais pas. Mais du coup, ces Je sais films, pas. Je trouve est-ce que paumé ces en films fait. sont victimes de ça? Est-ce que ces films sont victimes de l'attente du public et peut-être de ce que lui Mais est-ce ressent que de lui est l'attente? victime de ce qu'il croit que le public Ben, attend de lui c'est aussi ça, J'ai c'est l'impression ça que ma c'est question, peut-être parce ça, que parce j'ai que- l'impression que depuis Drive, c'est un peu ça. Enfin, je Il sais essaie de pas, mais lancer c'est tes attentes à chaque fois. voilà. Alors, au lieu de se dire non, mais je fais mon film tout seul et avoir, je sais pas, un peu les balls de dire non, mais en fait, si je me chie, mais je me chie totalement, tu vois. Et alors que, je sais pas. Après, ceci dit, encore une fois, hein, c'est-à-dire que moi, ce film, enfin, The Neon Demon, je veux dire, à part quelques minutes au milieu, je l'ai quand même bien aimé. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça sympa et à la fin, comme je le dis encore, très bien. Mais moi, pareil, j'en retire des belles choses. En tout cas, j'en ressors en me disant le film est intéressant. Je pense que le film est à voir, tu vois. Je le trouve pas réussi, mais Ouais. je le trouve intéressant, quoi. Et Ouais. Ceci dit, voilà, c'est pour des gens qui ont un peu l'habitude de... Parce que, tu sais, quand je regarde un film, je me dis, qu'est-ce que un tel ou un tel va en penser? Qu'est-ce que mes parents vont en penser? Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, du le coup... spectateur alpha, quoi. Ouais, Qui avait été très très bien embarqué dans Drive, qui est très bien embarqué par les récits Voilà. d'épouvantes des années 70. donc si Il tu a veux, peut-être- c'est quand même à voir pour des gens qui sont intéressés ou par Refn, ce quoi. qui est pas grave. Hein. Oui, Il non, manque mais un bien genre sûr. dominant, peut-être Neon Demon. Le début, c'est un peu glamorama, c'est de la satire. Ouais, Oui, et oui. Américain un peu et acerbe. ça finit en film d'horreur, c'est-à-dire il Ouais. se trouve pas vraiment un genre. C'est vrai que Drive était beaucoup plus défini, quoi. Et si on revient à Lynch, Lost Highway et Mulholland Drive, j'ai l'impression que Ouais. Mulholland Drive est déjà plus hybride, c'est un drame matiné de film noir. Mais C'est Lost que- Highway, ouais, c'était un vrai c'est- film noir. C'est quand même, il y a beaucoup de codes du film noir dans Mulholland Drive Ouais. qui te font naviguer Oui, dans le complètement. film. Ouais, c'est la version plus feutrée de Lost Highway. Et là, j'ai l'impression qu'il manque presque un genre dominant. Mais tu vois, là où je faisais juste le rapprochement avec Fincher de Panic Room, c'est que j'ai l'impression que la caméra et l'obsession de la caméra numérique chez Fincher, l'écho que ça a chez Refn, c'est l'obsession d'un certain type narratif. Ce que disait Arnaud, qui maîtrise pas forcément. C'est-à-dire ce type narratif du film labyrinthique. Et je pense que si on est client de Lost Highway, de Blue Velvet et de Mulholland Drive, c'est parce que j'ai l'impression que, et même tu parlais de tes parents, j'ai l'impression que le spectateur est embarqué parce qu'il y a un vrai plaisir du labyrinthe, il y a une vraie sensualité, il y a un vrai drame. Alors c'est ça. Lost c'est- Highway, si on a investi dans le film, la scène où il baisse devant les phares de la bagnole avec ce tube pop qui avait été employé pour une pub pour du parfum, ça t'arrache des larmes ou en tout cas ça te fait ressentir une palpitation amoureuse. Mais c'est le Là, plus important, c'est savoir ouais. c'est savoir te faire rentrer dans ce labyrinthe et du coup Et au te final guider, te faire ouais. ressentir des choses. Parce que mais parfois il faut pas non plus montrer aux patients, j'allais dire, aux spectateurs le
l'extérieur du labyrinthe, c'est-à-dire à partir du moment où on voit un peu l'extérieur du labyrinthe, si on te sort parce que on s'est chié sur le fait de te faire une haie en herbe un peu trop clairsemée, ben tu te chies un peu ton film parce que t'as perdu le spectateur parce qu'il s'est rendu compte que ah oui, je suis dans un labyrinthe et donc je ne suis plus aussi investi émotionnellement que j'aurais pu l'être si j'étais vraiment dans quelque chose de très dense, dans ta jungle labyrinthique où tu m'aurais emmené. Et après, sur un truc de cuisine un peu plus. Ce qu'il y a toujours dans un film de Lynch et qu'il n'y a pas ici, c'est tout simplement un MacGuffin en fait. C'est-à-dire que dans Mulholland Drive, il y avait un mystère à résoudre, c'est-à-dire quel est le passé de Rita et en fait, il nous tient avec ça quoi. Il nous fait avancer avec ça. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça que Lynch reste un cinéaste, je pense, très populaire. Je pense que ça peut être apprécié par n'importe qui. Je pense vraiment que c'est un cinéaste populaire, tu vois, Lynch. Et là, Refn, en fait, décide d'abandonner ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a l'amorce de quelque chose qui pourrait nous servir, en fait, de carotte pour avancer dans l'intrigue, que ce soit le personnage de Keanu Reeves, que ce soit les relations qu'elle entretient avec les mannequins, il le casse tout de suite, quoi. Ou même son propre passé à elle. Et c'est vrai que c'est dommage, enfin, parce que peut-être mais tu vois, que ça pourrait donner lieu à des scènes 10 fois plus puissantes. Moi, j'aime beaucoup sur le papier quand elle se réveille de son cauchemar avec Keanu Reeves et qu'elle entend une agression à côté. Oui. Et que la caméra nous fait comprendre en plus qu'il y a une espèce de détachement de la caméra du personnage de Fanning qui raconte aussi son détachement émotionnel. Et là, à ce moment-là, si ça avait été mieux préparé dans le film, tu te dis, mais qui est cette fille ? Elle devient potentiellement dangereuse à mes deux spectateurs et ce qu'elle me fait ressentir de l'âme humaine est plutôt noir. Tu vois, il y a un seul coup, tu pourrais avoir un sentiment glacé, quoi. Et c'est marrant, peut-être qu'aussi que le film est peut-être. J'aime pas du tout cette notion-là, attention, hein, pas victime de sa maîtrise, mais tu vois, par exemple, dans les thrillers italiens, notamment La Blée sanglante et tout, j'ai l'impression que volontairement, tout ce qu'il y avait autour, et même les premiers Argento qui ont un côté, je mets 1 milliard de guillemets d'Eric, c'est que dans l'attente des meurtres, t'étais dans un sentiment un peu plat. Tu vois, les Openage de cristal, la lumière est un peu plate, et d'un seul coup, t'as une excitation du meurtre. Et tandis que là, tout est très 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 calibré, tout vise à un truc de climat et de puissance. Du coup, il y a un décalage en fait par rapport à. C'est-à-dire que moi, j'ai pas des moments où je me dis je lâche et d'un seul coup le réalisateur vient me choper, tu vois. Oui. C'est un peu ce qu'expliquait Spielberg très simplement sur la manière de. Comment tu ne peux pas avoir 2 scènes de sursaut dans Les Dents de la Mer. Il disait que pour lui, il avait dû faire un choix, c'était soit le moment où Roy Schneider nourrit l'océan et que le requin surgit, soit c'est le plongeur qui sort de la coque et qui surgit au programme de Richard Dreyfuss. Et il disait, dès le moment où vous avez le plongeur qui sort de la coque et qui saute sur Richard Dreyfuss, vous faites sursauter le public. Le problème, c'est que dès le moment où ce public qui a déjà sursauté voit que Roy Schneider est en train de nourrir le requin, il va s'attendre à ce qu'il. C'est-à-dire que l'apparition du requin n'aura pas la même force. Et là, peut-être qu'il manque des petits moments où le film, moi j'ai l'impression que tout le film vise à m'hypnotiser. Du coup, j'ai un état d'hypnose. Et les séquences où on va me dire qu'on va essayer de me raconter quelque chose de la nuit humaine qui devrait me faire sursauter, m'envoyer une décharge, je le vis un peu platement, tu vois. C'est un film un peu nivelé. C'est un peu comme le délire général de Maloute. C'est-à-dire qu'il essaye tellement de me faire marrer à tout point de vue avec les bottes, avec un humour de mœurs, qu'au bout d'un moment, je suis un peu hermétique à cet humour-là. Parce que ça t'émousse, en fait, tout simplement. Ça t'émousse, ça te met pas en position de recevoir d'autres choses. Des vraies décharges, C'est-à-dire qu'au lieu de créer, de construire un peu sa tension et pour avoir des mini-climax dans son truc, en fait, tu restes dans cette espèce de... Où tout est très climatique, quoi, en fait. Mais après, toujours pareil, c'est autant Maloute que ce film... Ce sont des expériences ratées, mais ce sont des expériences au moins. Oui, c'est-à-dire que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, je préfère ça qu'un film que je vais trouver réussi mais plat, en fait. Oui, c'est-à-dire que dans les deux cas, en plus, sur le papier, Neon Demon, tout ce qui convoque, c'est-à-dire du Giallo, qui est quand même un art de la beauté morbide, de David Leitch, qui est un art du labyrinthe pour un film aussi claustro, c'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes d'extérieur, et même quand t'as un extérieur, parfois il te fait un lance-flaire, comme dans la cour de l'hôtel où tu ou juste très peu de scènes de groupe, c'est-à-dire qu'on est censé voir l'ascension d'un personnage dans la haute société, et ils sont toujours 3 personnages dans des en huis clos. C'est vrai que c'est des valeurs emblématiques pour chacun des personnages. C'est-à-dire que même au moment où Andy, je suis la beauté ultime et tout ça, on a vu tellement peu de personnes en fait tomber en pamoison devant elle, on n'a pas vu de foule, on n'a pas vu de, tu vois ce que je veux dire. Même quand elle est dans le défilé, il y a pas de foule, elle est toute seule. Et que ça fait que quand elle est sur ce plongeoir et qu'elle dit qu'elle est devenue la beauté ultime et que tout le monde la révère et tout ça, je la crois pas non plus parce que je l'ai pas vu ça. Après c'est ça le problème, c'est est-ce que c'est voulu vraiment totalement ou est-ce que c'est juste parce que il a voulu faire son film plus ou pas en huis clos mais en tout cas avec un minimum de personnages comme ça et que au final c'est un dommage collatéral du film. Moi je te dis c'est que je pense tout simplement qu'il maîtrise la narration beaucoup moins qu'il maîtrise l'image et la mise en espace quoi. Après dernier petit truc, c'est pas que je suis entouré de mannequins mais j'ai du mal à croire
justement que tout le monde trouve. Enfin, je veux dire, elle est jolie, elle est belle, Elle Fanning, mais genre, elle est Non, mais entourée alors, de si 10 000 meufs 1000 fois plus belles qu'elle dans ce film. Non, alors je suis pas d'accord parce que si tu veux, par contre, sur le choix du casting, je le trouve assez formidable parce qu'il y a un truc, c'est que déjà, toutes les mannequins qu'on voit à côté, elles ont les joues creusées comme des cadavres. C'est pas vrai qu'elles ont elles. été trianguleux, ouais. Certes. Elles ont perdu Ce leur... que je veux dire, c'est que tu peux trouver deuxièmement, quelqu'un. le regard de chacun des mannequins est vide. Et le seul regard expressif de tous les mannequins, c'est celui d'Elle Fanning. Et après, Ouais, t'as aussi Jenna Malone qui a un vrai regard. Mais on te l'a Mais je veux dire, c'est construit les deux seuls tellement. personnages à avoir des vrais regards. On te l'a quoi. construit Malone, elle tellement regarde comme des une personnages qui sont Aphrodite, revenus. tu vois, que t'aimerais bien. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que. Mais il joue sur un fantasme pédophile que je ressens pas complètement en effet parce que Oui, parce que Ouais. c'est berge. Ouais. Alors Moi je suis toujours un peu gêné par contre de voir. alors que quand j'ai même- appris qu'elle a, ils ont commencé la production quand elle avait 16 ans. Je sais même pas à quel âge elle a. Bah, elle doit Là, avoir Elle 17, Fanning. du coup. C'est vrai, c'est aussi récent que. Bah, je Enfin, pense, ouais. elle est aussi jeune que ça. C'est vrai qu'elle en a pas Mais forcément elle l'air en fait fait. Mais c'est ça super aussi. jeune, quoi. C'est aussi ça le problème, comme tu dis, c'est-à-dire que. En fait, la meuf me dit j'ai 19 ans, soi-disant c'est incroyable pour les persos. Bah en fait moi j'y crois que t'as 19 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas incroyable pour les persos, tout le monde la croit quand elle le dit. C'est elle qui dit ils vont pas me croire. Oui, mais voilà, mais c'est ça le truc, c'est que on est censé quand même être un petit peu choqué par le truc, mais le problème c'est que je sais pas. Enfin, je sais pas. Ah, moi je trouve qu'elle est super bien castée. Mais Oui, je dis pas qu'elle est mauvaise actrice, hein, je dis juste que non, mais j'ai quand des je goûts dis bien bizarres. castée, c'est pas juste son jeu que j'ai trouvé d'ailleurs. C'est sa plutôt réussi. propre beauté, ouais. C'est même son physique, sa beauté, je trouve qu'elle est bien trouvée au milieu des autres mannequins. Ok, qui sont, d'accord, je si- vais si- retourner à mes porn stars de YouPorn. Non mais parce que si tu veux ce qui est marrant c'est qu'avec les autres mannequins qui sont toutes des filles blondes toutes pareilles, au bout d'un moment en fait j'étais censé reconnaître des mannequins que j'ai déjà vus et je savais pas si c'était une nouvelle fille ou si c'était la même Ouais, que j'avais d'accord, déjà oui, vue je vois avant ce que tu tu vois. veux dire. Non, après, Et pour ça tout c'était le plutôt reste, réussi oui, j'ai trouvé quoi. totalement, Mais je suis d'accord. Combien de miam sur 5 vous donneriez à ce film? vas-y. C'est que des chiffres ronds, on a droit à des demi. Non, T'as droit à des demi, Ah, des comment virgules ça, Steve, 25, des. Dis Je dis vais ton mettre. miam. En fait, je crois que je Je pense à le vais mettre la même note que j'avais mise pour Maloute, je crois, 2,5 miam. Enfin, une moyenne, mais qui est censée être quand même un bien. 2,5 Voilà. c'est bien hein, Ouais. déjà. Moi ce sera 1,5 en miam. Et c'est computable, c'est-à-dire que si je le revois en Blu-ray, que j'en rajoute 3, C'est possible, on fera un edit, tu sais, après 1,5, sur ouais. le podcast. Bon, alors, moi en vrai, je crois que je lui mettrais 2,5 ou 3, mais je vais lui mettre 3,5 parce que j'ai envie de lui faire remonter la note. Oh le gars! Le père Ok, Mathieu. computer, on va utiliser tout ça pour essayer de compiler tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la fin de cet épisode, hein, non, à Eh rajouter ben, sur... on se retrouve au prochain épisode pour Stalker. Voilà, très bien alors. Au revoir. Bah, merci pour l'invitation, ciao. 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 Bisous.